SVS et le docteur Vianne Guérin pour nous permettre effectivement de parler de notre expérience. On avait effectivement, comme la majorité d'entre nous, pas cette vocation de parler et de parler encore et de libérer cette parole. La parole libérée, c'est le nom de notre association. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Ce dont on s'est rendu compte, je vais essayer de vous expliquer notre expérience à travers, non pas ce que nous avons vécu finalement, mais l'après, c'est-à-dire comment, effectivement, libérer cette parole et comment cette parole est difficilement entendable. Et surtout, effectivement, comment il y a à chaque fois, alors on parlait finalement des institutions, puisque nous, on a été victime d'agressions sexuelles à l'intérieur et d'un groupe scout du diocèse de Lyon, mais comment effectivement cette parole, à chaque fois, effectivement, il y a des stratégies des institutions, mais aussi d'une certaine manière de la société pour enfouir cette parole et la maintenir dans le silence. Alors juste, effectivement, une présentation, hein, malheureusement... c'est une expérience qui n'est pas singulière et qui est malheureusement classique et commune. Hein. Donc en 2014, j'ai 40 ans, j'ai été victime de violences sexuelles par un prêtre pendant 4 ans, de 8 ans à 12 ans. Et il est vrai j'avais enfoui ça dans un souvenir lointain, et à partir de 30-33 ans, c'est de plus en plus difficile à vivre, notamment mes enfants commencent à avoir le même âge. Et puis la mémoire revient, la prise de conscience, les rêves, etc. Et puis ce mal-être qui apparaît. Et puis, à la lumière d'un hasard, je me rends compte qu'en fait, je n'étais pas seul, hein, je n'étais pas la seule victime, je rencontre une victime par hasard, et puis je me rends compte que mon prédateur n'était pas mort, mais qu'il était toujours auprès d'enfants, et puis je me rends compte que non seulement, finalement, ce prédateur était encore auprès d'enfants, mais qu'il était protégé depuis 40 ans par son institution et ses chefs directs. Donc, première démarche, je commence moi-même à libérer ma parole. J'écris un peu de partout dans l'institution et on me propose une cellule de pardon pour parler à ce prêtre. Et je comprends que ce prêtre, on n'est pas 1, 2, 3 victimes, mais on est des dizaines et des dizaines, voire plus d'une centaine de victimes de ce même prêtre, et qu'il n'a jamais été ni soigné, ni arrêté dans cette attitude. Donc, je commence un peu seul, hein, commence à faire une enquête personnelle pour comprendre, retrouver d'autres victimes, et puis... Malgré tout, malgré la prescription, parce que j'avais 40 ans, c'était 2 ans après la prescription, je ne savais pas quoi faire, mais je décide quand même, non pas pour moi, mais pour les autres victimes, et surtout pour permettre peut-être à des victimes qui, elles, n'étaient pas prescrites, de parler, effectivement, et d'essayer de ne pas retourner au silence, de faire à la fois une plainte auprès du procureur et du pape. Et puis, cette naissance de l'association, elle est assez rapide, elle se fait en quelques mois. Mais en fait, avec du recul, François Deveau, qui est dans la salle, qui est le président de l'association, à mon avis, le dira aussi, il faut aussi de la chance. Et cette plainte que j'ai mise en place a provoqué une première enquête, et assez rapidement, parce que j'avais trouvé quelques témoignages, on a trouvé, par chance, une victime non prescrite. Et puis, une autre victime non prescrite est apparue, François Deveau. Et cette victime, et c'est là où j'ai compris quelque chose, c'est que, en fait, il y avait eu déjà des démarches, et encore des démarches depuis pratiquement 30 ans pour essayer d'arrêter ce prêtre. Et François, ses parents avaient gardé à l'époque, ils avaient eu cette conscience et cette intelligence de garder ces documents qu'ils avaient depuis 91, qui mettaient on va dire en lumière ce qu'avait fait ce prêtre et comment la hiérarchie l'avait protégé. Un premier article de presse apparaît, François notamment Deveau parle dans la presse, mais en fait la stratégie du silence revient, c'est-à-dire que ça n'intéresse personne dans la presse locale, etc. Et finalement cette histoire aurait pu tomber aux oubliettes. Il n'y a pas de buzz, retour au silence. Et puis encore une fois une chance, un autre scout de l'époque tombe sur cet article, sur un blog, et puis il prend contact avec François Deveau, et puis on retrouve des amis scouts, et puis 1, 2, 3 personnes scouts commencent, et effectivement il y a un grand changement par rapport à il y a quelques années, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui sont extrêmement forts, hein, Twitter, Facebook, les copains d'avant, etc., ce qui n'existait pas. Et toutes ces personnes qui se pensaient seules, qui étaient victimes de violences sexuelles de la part de ce prêtre, en fait, à chaque fois pensaient être finalement la seule victime. Et ça n'était pas le cas. Donc, ces personnes qui ne se connaissaient pas se rencontrent par les réseaux sociaux et décident pour permettre aux autres victimes de se faire connaître et surtout qu'elles ne se sentent pas seules, effectivement, et surtout de mettre fin à cette
omerta d'une institution, de mettre en place l'association La Parole Libérée avec un espace d'expression et puis un espace surtout de soutien aux victimes des actes pédophiles du groupe Saint-Luc durant cette période qui a duré de 1970 à 91. Au départ, 5 personnes, 5 victimes, mais aussi d'autres scouts qui n'étaient pas victimes, des femmes notamment, et puis aussi le soutien des familles, de nos épouses, qui a été, à mon avis, primordial dans cette aventure. On a tout de suite effectivement compris, alors c'est peut-être parce qu'on était la fleur au fusil, très, très naïf, on pensait que ça allait être assez rapide, que finalement, pour faire taire silence, pour libérer cette parole, il fallait crier, effectivement, et surtout avoir de la chance, je vous l'ai dit, mais surtout crier. Donc on a mis en place une conférence de presse assez rapidement, en début de l'année 2015, pour raconter notre histoire. On a créé un site internet avec les preuves, on a tout mis vraiment en pleine lumière, des documents, des articles de presse. On a créé des blogs pour que les gens viennent effectivement se confier à manière ouverte, donc une expression libre, avec des témoignages de toutes sortes et de toutes les victimes de toutes institutions. Et puis, on a créé aussi un forum. Un forum, pourquoi ? Pour que les personnes, effectivement, de manière plus intimiste, plus dialoguée avec des journalistes, avec d'autres victimes. Et donc, tout ça, effectivement, on a tout mis en place assez rapidement, grâce, effectivement, aux nouvelles, encore une fois, aux nouvelles technologies. Et puis, on a mis en place, en parallèle, avec l'aide de certains professionnels, des débats d'idées. Alors, on a fait intervenir assez rapidement sur notre site des philosophes, des psychologues, des avocats, des victimes, des associations externes, notamment SVS. Et puis, on a compris que pour libérer cette parole, effectivement, la médiatisation était importante. Et pour une raison essentielle, parce que c'est vrai que la bienveillance est importante, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, pour éveiller les consciences, il faut indigner. Donc, et il faut pour s'attaquer à un système, il faut indigner pour qu'enfin les gens se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas un petit phénomène, mais c'est vraiment un fléau dans notre société et qu'on ne peut pas accepter. Mais malheureusement, ça reste que des faits divers dans les journaux et qu'il faut absolument mettre en place cette parole et surtout provoquer cette indignation. Alors, tout de suite après la création du site internet, ça a été assez rapide. Les témoignages affluent, les témoignages effectivement de victimes du père Prénat. Je vous ai mis quelques exemples de gens qui ont bien voulu cette fois-ci écrire des textes sur leur expérience par rapport au père Prénat. Vous voyez que c'est finalement, et on en reparlera à mon avis tout au long de ces journées, c'est que des cadras pratiquement qui ont osé parler. La réalité, c'est qu'enfin, en tout cas, c'est par rapport à mon expérience personnelle, mais quand on a 40 ans, on est à peu près à la moitié de sa vie, on n'a plus peur des qu'en dira-t-on, plus peur finalement de certaines pressions familiales ou autres, et on a aussi souvent des enfants qui ont le même âge et qui pourraient être victimes. Donc vous voyez, Bertrand, 44 ans, il m'en lassait, il me demandait de faire pareil. On a eu aussi Didier, 48 ans, je ne suis plus seul, debout devant lui, il me baissa mon pantalon. À chaque fois, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait vécu les mêmes expériences, toujours au même âge, à peu près entre 8 et 14 ans. Et pour arriver, au fur et à mesure, effectivement, avec sa liberté parole, à 60, 70, 72 victimes présumées de ce même prêtre. Encore une fois, ça correspond à peu près à des gens entre 35 et 55 ans qui ont enfin voulu libérer leur parole et surtout qui se sentaient complètement seuls. Et puis, parallèlement, avec tous les blogs que nous avons faits, toute la médiatisation que nous avons eu énormément de témoignages autres, d'autres affaires, qu'elles soient dans l'institution religieuse ou non. Mais bon, effectivement, notre histoire faisait que les gens se confiaient plus à nous parce qu'ils avaient été victimes, soit de prêtres, de sœurs, ou dans l'éducation nationale, enfin en tout cas dans l'éducation libre. Et on a plus de 500 victimes qui se sont de manière directe mis en relation avec nous. Alors juste pour parfois donner notre nom en disant j'ai été victime, je vous soutiens, ou donner des témoignages plus précis qui ont permis effectivement à certaines enquêtes aussi d'avancer. Je vous parle juste de ça parce que ça a été important quand on a vu tous ces témoignages. Alors effectivement, ça reste en version bêta, mais on s'est aperçu de quelque chose. Alors ça paraît certainement évident pour de nombreuses personnes, mais que chaque victime en fait se sentait seule et qu'en fait l'impunité des prédateurs, surtout multirécidivistes, faisait finalement partie du système. C'est-à-dire que comme chaque victime se pensait seule, elle ne se regroupait pas et finalement ça permettait à un prédateur, comme effectivement notre expérience, l'expérience que nous avons vécue, de perdurer en toute impunité. Et donc
on s'est dit, mais finalement, si sur une base, alors on a fait travailler des avocats, des personnes mettaient juste leur nom et quelques informations sur leur prédateur en pensant être seuls, il pouvait s'avérer effectivement qu'un prédateur en commun pouvait apparaître et 2 victimes, 3 victimes pouvaient se mettre en commun pour enfin agir contre et mettre en lumière ces agissements, non pas pour eux-mêmes effectivement, mais surtout pour des victimes potentielles ou des victimes qui malheureusement ne pouvaient pas parler. C'est ce qui est arrivé, on a à peu près peut-être 300, François, 300, 350 victimes qui se sont inscrites sur ce site et nous avons eu, alors comme c'est vraiment très anonyme, etc., je n'ai pas accès au nom, mais nous avons eu un match l'année dernière, notamment au Mans. Alors, sur notre expérience, encore une fois, on était assez naïfs, hein, c'était notre expérience par rapport à ce prêtre qui nous avait violenté sexuellement. Il s'avère qu'en 2016, l'institution a été quand même coupable de nombreuses choses, et notamment de protéger des prêtres pédophiles, et notamment le prêtre qui nous avait violenté sexuellement. Ce prêtre, effectivement, avait une carrière tout à fait convenable, et il avait été finalement promu plusieurs fois doyen du diocèse de Lyon. Il était responsable encore, et c'est là, il était encore sur Internet, etc., d'un patronage, et il s'occupait encore de colonies de vacances, comme il s'occupait dans les années 90 au scout avec nous. Il était responsable d'un jumelage paroissial dans une église au Liban où il emmenait des enfants. Donc il y avait encore cette stratégie, effectivement, de déplacement perpétuel, et il était aumônier, notamment, manifestement, d'un centre personnage dans les années 2000. C'est très important parce que, effectivement, cette personne qui était dangereuse était mise en relation perpétuelle encore avec des enfants tout au long de son carrière, alors qu'il n'avait jamais été soigné. Et vous savez très bien le danger que ça peut courir. Et puis, dans les éléments choquants que nous avons eus, encore une fois, nous étions très naïfs dans nos histoires, hein. Je vous ai mis 2 articles de journaux, des journaux locaux de Lyon. En 2014 et en 2015, quand j'avais fait cette procédure, qu'est-ce qui s'était passé ? Comme à chaque fois, en fait, ce prêtre allait être déplacé cette fois-ci du village où il était à Lyon. Et il y avait encore cette stratégie, effectivement, d'exfiltration à chaque fois qu'il y avait des rumeurs. Et puis, c'est ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, hein, c'est un petit détail, mais ce prêtre-là, qui, une fois étant déplacé, il y avait un article où, dans sa dernière messe, il offrait aux enfants une petite vierge en métal pour les accompagner tout le long de leur vie. Donc vous voyez cette stratégie effectivement d'impunité totale, ce pied de nez finalement aux victimes et à tous ceux qu'il a pu faire souffrir. Mais je voudrais quand même insister là-dessus parce qu'on est sur la liberté de parole, et la liberté de parole, notamment quand on est contre... En fait, on se frotte à une institution. Encore une fois, ce que l'on dit tout le temps, c'est une institution. Notre histoire, c'était effectivement le diocèse de Lyon, mais ça peut être l'éducation nationale, ça peut être effectivement un club de sport, ça peut être une institution sportive. On voit dans le sport, notamment en Angleterre, etc. Libérer la parole, c'est vraiment accepter d'être ressali. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, et on le voit bien, c'est à chaque fois les mêmes méthodes. Je vous ai mis quelques exemples auxquels nous avons été confrontés, hein, notamment de la part des avocats du diocèse de Lyon. Ce sont quelques personnes qui sont d'un statut enviable, social convenable, qui, pour la plupart, ont laissé prescrire les faits dont ils se plaignent, qui remontent aux années 80, pour lesquels leurs parents ont décidé de ne pas porter plainte, et voilà qu'ils se réveillent brusquement. Pourquoi, comment ? Donc il y a eu effectivement la stratégie du complot, salir les victimes. On a comparé, notamment au mois d'août, ça a été très difficile, notre association on a mis en parallèle notre association à Daesh suite à l'assassinat du père Hamel. Et puis vous voyez aussi pas mal de en tout cas de diffamation, en tout cas de mise en place d'un complot pour, encore une fois, salir les victimes. Affaire Barbarin, le ministère de l'Intérieur derrière les dénonciations. Donc effectivement, nous attaquions un prêtre, l'église, donc effectivement, c'était le mariage pour tous. Il y a eu, à l'intérieur même de l'Église, lors d'une réunion de prêtres, de nombreux prêtres qui ont parlé, et vous voyez cet article, 2 prêtres dérapent sur la pédophilie, ces gamins étaient-ils très normaux ? Donc en parlant de nous, hein, puisque nous étions les chouchous du père Prénat, donc finalement on ne s'est pas plaint parce qu'il nous caressait, il nous masturbait, enfin il fallait le masturber, etc. Et donc finalement c'est qu'on était bien contents. Voilà, c'est les blagues de potache, manifestement, de personnes qui ont gardé
gardé secrètement, enfin, ont mis une omerta sur cette histoire, et puis des blogs, notamment assez connus dans le milieu catholique, où dans un fameux blog, La Vérité, toute la vérité, on nous traitait effectivement, quand on met de la merde dans un ventilateur, il faut s'attendre à tout ce que tout le monde soit éclabousé. Donc, je vous en ai mis quelques exemples, mais c'était assez dur, et encore une fois, libérer la parole, c'est aussi accepter ça, et il faut être en nombre, il faut être soudé, et surtout avoir des gens bienveillants autour de soi pour pouvoir permettre de continuer, parce que je pense que c'est extrêmement dur, et j'ai bien conscience que beaucoup sont tout seuls, et cette stratégie du silence, elle est à chaque fois mise en place. Et puis, encore une fois, je vous montre ça, mais c'était de manière très naïve, puisque encore nous, il y a 1 an et demi, on ne connaissait pas tout ça, hein, on était encore une fois dans notre propre réalité, hein. On s'est aperçu de quelque chose. Le plus choquant, c'est qu'en fait, tout est une question de termes. Pour réduire au silence, quand on a cette parole libérée, effectivement, on a l'impression que les termes sont diminués quand on parle de victimes. Et puis, quand on parle effectivement de coupables qui s'acharnent effectivement pour se défendre, là, on va utiliser des termes qui sont beaucoup plus durs. Du côté de la victime, effectivement, on va parler de faits très anciens, pourquoi on ne s'est pas libéré avant, pourquoi de caresses, d'attouchements, de prescription, évidemment, ça revient très souvent. Oui, entre la morale et la prescription, la société doit effectivement pardonner la paix sociale, etc., passer à autre chose, on a de la rancœur. Donc ça, on l'a entendu de partout, et je suppose que la plupart des victimes l'ont entendu, effectivement. Et puis de l'autre côté, là, finalement, ceux qui vont défendre, encore une fois, la personne, l'institution, tout le monde, va vous utiliser des termes incroyables. Dénonciation, lynchage, complot, des victimes devenues bourreaux, ça je l'ai eu la semaine dernière. Protection, qui crée le scandale? Alors ça, c'est très amusant, mais ça, c'est biblique. Hein, mais la question, c'est qui crée le scandale? Est-ce que finalement, c'est celui qui libère la parole ou c'est celui qui a violé? Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, mais malheureusement. Et donc, on assiste sur des faits très très anciens. Donc ça, c'est vraiment en fait le plus choquant dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois effectivement cette stratégie d'enfouissement de la parole. Et puis, ça, c'est notre propre expérience pour vous montrer que la société. Tout à l'heure, monsieur le député, vous disiez effectivement que la société effectivement a beaucoup de travail à faire et que c'est des faits très anciens. On a à chaque fois l'impression qu'il y a un retour à la normale dans le silence, en fait. Je vais juste vous montrer 2 minutes ce slide-là, qui est, à mon avis, assez important, sur les 15 et cette synchronicité si importante qu'on a pu avoir sur cette stratégie, soit d'enfouissement, soit de vérité, effectivement. Je vous rappelle qu'en 2000-2001, il y a une affaire en France qui avait fait un grand retentissement, qui était l'affaire Piquant, avec l'abbé Bisset, qui avait violé plusieurs enfants, et l'évêque Piquant, qui avait été le premier condamné avec sursis pour non-signalement des faits, n'avait pas voulu faire appel et avait effectivement été condamné. Je rappelle qu'à cette époque-là, vous aviez les premiers scandales américains, notamment dans le diocèse de Boston, qui avait effectivement eu un retentissement mondial. Et c'est effectivement le film Spotlight, qui, comme par hasard, est sorti en 2016, donc 15 ans après, qui relate cette histoire. En 2003, je vous passe certaines scènes où, à la conférence des évêques de France, l'évêque Piquant a été applaudi parce qu'il avait protégé son prêtre. Il y a eu effectivement un livre sur comment lutter contre la pédophilie, comme quoi maintenant en France ça n'arrivait plus et que l'on ne protégeait plus personne. Je vous ai mis quelques articles. En 2010, non des moindres, un cardinal qui était préfet de la congrégation pour le clergé, donc qui a été chargé de tous les prêtres à travers le monde, effectivement a fait un article, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines, qui félicitait encore Piquant de ne pas avoir dénoncé son prêtre pédophile. Donc ça, et puis, vous retrouvez effectivement des articles en 2013, donc on n'est pas si loin que ça, où Piquant finalement dit « je ne dénoncerai pas plus aujourd'hui qu'hier ». Donc en fait, il n'y a aucun fait d'apprentissage, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve en 2001 et finalement la même chose devrait arriver, d'ailleurs elle est arrivée avec notre histoire, et se pose même en 2016, puisqu'on a quand même mis un peu en tout cas pas mal de paroles. La personne, l'évêque qui s'occupait de cette cellule de pédophilie s'est même demandé à plusieurs reprises si la pédophilie était un péché. Donc ça pose quand même. C'était Monseigneur Lalanne. Vous verrez dans les journaux. Donc nous, on a effectivement fait des communiqués, etc. pour
c'était incompréhensible, hein, mais il vous expliquait qu'effectivement, alors c'était pas forcément, ce n'était pas un péché de violer un enfant, c'était très, très particulier. Et puis on a obligé la conférence des évêques de France à mettre en place finalement d'autres critères, d'autres livres. On a recommencé effectivement ce même livre sur comment lutter contre la pédophilie. Et donc on est revenu à peu près en 2003 hein, avec à peu près les mêmes bonnes intentions. Et puis juste, je termine sur cette petite anecdote, mais qui est assez incroyable, c'est que le pape a obligé les évêques, notamment en France, à une journée de la pédophilie, à une journée contre la pédophilie, avec un jeûne de tous les évêques à Lourdes. Et c'était le 7 novembre, je crois. Et à cette journée-là, il y avait une intervention. Il n'y en avait pas plusieurs. Il y avait une intervention. Et c'est le Twitter de la conférence des évêques de France, intervention de Monseigneur Piquant. C'est-à-dire que donc pour vous expliquer qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, on tourne en rond et que c'était Monseigneur Piquant, qui est encore évêque émérite, qui intervenait pour cette journée-là. Alors la force des symboles sont quand même parfois extrêmement puissantes et là, effectivement, on comprend bien qu'il y a cette stratégie de vérité, puis finalement d'enfouissement, et qu'il faut parler, et puis pour faire taire le plus rapidement possible. Juste une petite anecdote hein, avec les mondes de la parole libérée. Assez rapidement, quand Spotlight est sorti, donc ce film sur le scandale de Boston, je me rappelle de François qui, en sortant, dit, et c'était au tout début de la parole libérée, finalement, à quoi ça sert? On va arrêter parce que finalement, il y a 15 ans, la même histoire est apparue aux États-Unis et finalement on se rend compte qu'en 2015 effectivement on est dans la même situation et que rien n'avançait, donc à quoi bon? Et puis finalement on en a parlé, on a dit mais non, il faut pouvoir effectivement encore monter des marches et permettre effectivement à la société de mettre en place cette prise de conscience. Alors je remercie effectivement Violaine d'avoir me permettre de parler de cette expérience et encore une fois hein, avec beaucoup d'humilité parce que je sais que on est beaucoup dans ce cas-là et malheureusement c'est des expériences qui sont très classiques et communes. Mais en tout cas, nous, on a pris le parti effectivement pour libérer cette parole de provoquer l'indignation sur les violences sexuelles. C'est-à-dire que je pense qu'il faut choquer. Je me rappelle d'une émission à radio, le téléphone sonne, où j'avais un peu choqué parce que j'avais dit en direct, plutôt que de parler de caresses, il vaut mieux parler de masturbation, parce que c'est la réalité. On parle à des adultes, on ne parle pas à des enfants, en fait. Et on a toujours l'impression qu'en fait, quand on va parler de pédophilie, il faut parler avec des mots d'enfants, mais en fait, c'est les adultes qui doivent prendre cette situation en main. C'est clairement un fléau sociétal. Il faut pour les victimes, faire comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'en fait, on a un pouvoir incroyable, puisque les chiffres, Muguette, tu me parlais de 13 millions de personnes qui ont subi des violences sexuelles, donc c'est un poids non négligeable, et notamment un poids électoral important. Et que c'est vrai que c'est un thème très anxiogène, les gens ne veulent pas en entendre parler, mais justement, à mon avis, hein, la stratégie, c'est pas de se victimiser, mais à chaque fois pour agir pour d'autres victimes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec les autres scouts, on a eu des cas dramatiques, hein, des personnes qui ne sont pas sorties, des scouts qui se sont malheureusement donné la mort. Et c'est très important parce que cette stratégie d'enfouissement permanent des institutions, encore une fois l'Église, mais on le voit dans le sport, l'institution, la famille est une institution, il faut le savoir, on a exactement les mêmes mécanismes que dans une institution classique. Et la prescription doit être vue notamment comme un outil de protection des institutions, parce qu'une institution, contrairement à une personne physique, se met largement dans le temps, et on n'est plus sur 10, 15, 20 ans, mais on est sur des années beaucoup plus importantes, et on se rend compte qu'en fait, l'institution ne protège pas le pédophile, mais elle se protège elle-même, et par des gens effectivement de pouvoir. Et je pense que la prescription effectivement est si compliquée et il faut tendre vers cette imprescriptibilité pour effectivement faire changer les choses. Et puis on avait mis
un petit leitmotiv au tout début pour bien comprendre bien faire comprendre ce que l'on faisait. On disait, si on ne protège pas les enfants que nous avons été, comment on peut protéger nos propres enfants? Et je crois que c'est nous, les adultes, de mettre en place, effectivement, de provoquer cette indignation pour protéger les enfants futurs, parce que de ce fléau-là. Et puis, à mon avis, ça c'est, encore une fois, il faut parler, finalement, on parle aussi à des enfants et on protège les enfants. Je pense qu'effectivement, on est un peu comme dans le conte d'Andersen. Je pense qu'à un moment, l'imprescriptibilité sur les violences sexuelles sera une évidence, en fait. On se rendra compte qu'en fait, on ne pourrait pas imaginer peut-être dans quelques dizaines d'années Non mais, je veux dire, quand on verra des livres d'histoire... Non, mais... Michel nous rappelle que c'est possible la semaine prochaine. Non, c'est possible. Je parlais, Violaine, des livres d'histoire. Et quand en tout cas, nos contemporains verront les livres d'histoire, ils diront, mais en fait, avant, c'était prescrit, les violences sexuelles sur enfants. Je pense qu'on se posera des questions sur la société actuelle. Merci beaucoup. Merci Alexandre.